Juste pour vous remercier d'abord pour ces échanges très très fructueux, parce que j'ai assisté à quelques ateliers, malgré le fait que je sois un petit peu dispersé par des appels et des mails incessants. La région voulait nous filer de l'argent, mais non, mais non, mais non, mais non, je pousse à ce qu'elle double. Mais bon, voilà, mais il faut trouver des arguments. Et on les a trouvés. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu la genèse déjà de Learning Lab que nous avons visité, alors je vous l'avais vu, j'aurais aimé avoir encore la vidéo projection pour pouvoir vous montrer les photos quand Elodie est en colère. Parce que le Learning Lab ne ressemble pas à ça quand elle est en colère. Tu te rappelles des photos? Non? On ne peut pas les projeter? Concernant quand tu es en colère, qu'est-ce qui se passe dans le Learning Lab? Voilà, c'était le Learning Lab en Grava et c'est vraiment, il faut absolument qu'on communique dessus. Alors quand on est arrivé à la gouvernance, alors il y avait bien entendu le CREAM avec Elodie, Florian et puis un demi-Florian. N'est-ce pas? Pardon? Bien, je te parle quand je suis arrivé, il n'y avait pas Julie, même pas un demi-Julie. Et donc il a fallu un petit peu forcer la chose auprès de la gouvernance d'abord et aller chercher de l'appui même au niveau ministère pour dire que l'innovation pédagogique c'est aussi dans le mouvement. Et c'est comme ça que nous avons, à travers des appels à manifestation d'intérêt, des PIA, donc des projets d'investissement d'avenir, et puis à l'aide de l'accompagnement de la région par de l'investissement direct de la région 50-50 ou des projets FEDER, nous avons réussi à installer cette dynamique avec maintenant donc, le Learning Lab, toujours avec Elodie, qui fait partie des meubles maintenant, et même des murs. Nous avons réussi, là, je crois que je peux le dire, c'est ma réussite dans cette mission, si je peux mettre ça sur la balance, c'est Julie. Le fait de... Bah oui, il n'y avait pas Julie. Alors j'ai négocié un demi-Julie, et puis après c'était Julie complètement. Et puis un petit peu un demi-Arnaud, sur un temps de 6 mois sur l'année, donc ça fait quand même un demi. 5 mois, moi je compte 6 mois. Et puis un quart, puis un tiers de Vincent, on verra comment le pérenniser. Vincent Lebois, il est là? Il est parti, très bien. Et puis Justine en stage, bonjour Justine, sur un temps déterminé, mais qu'on espère perpétuer comme ça, pour renouveler un petit peu les têtes et les compétences. Et puis Héloïse, voilà. Sur un projet FEDER, donc pour un temps certes, mais on espère le pérenniser un peu plus. Donc c'est toujours aller chercher des financements pour pouvoir asseoir de façon durable ces compétences dans notre université. Donc vous voyez que ça commence à prendre de l'épaisseur. Et tout ça, bien entendu, avec l'appui de l'université, même si vous connaissez un petit peu les conditions que nous vivons depuis 2016. Mais bon, ça s'améliore petit à petit. Mais il fallait aussi chercher donc des projets d'investissement d'avenir, des appels à projets, manifestations d'intérêt, de la région, des FEDER, je le disais tout à l'heure. Et tout ça n'a aucun sens si il n'y a pas cette émulation des collègues qui sont les destinataires de cette dynamique. Et moi, ce qui me rend heureux, c'est qu'à travers les appels à projets, on a réussi à trouver donc, et à mettre en synergie un certain nombre de compétences et des équipes pédagogiques intra- et intercomposantes. Ça, je ne l'imaginais pas, parce que déjà, je proviens d'un département d'informatique où la notion d'équipe pédagogique n'était pas très, très ancrée. Et quand on pense faire une équipe pédagogique intercomposante, j'y croyais qu'à moitié, ben, ça s'est réalisé. On l'a vu par exemple sur le TOEIC, il y en a d'autres exemples tout à fait honorables. Et puis ce qu'on souhaite, c'est que cette dynamique ne s'arrête pas là, et puis de l'essaimage continue vers tout l'établissement, et on compte sur vous
Alors, les référents pédagogiques et numériques, ils sont là dans cette mission pour pouvoir essaimer de manière assez, j'allais dire, assez militante, si j'ose dire. Mais vous, en tant qu'enseignant qui êtes acquis à cette cause de l'innovation pédagogique par le numérique ou pas, parce que l'innovation pédagogique n'est pas forcément du numérique, c'est un VP numérique qui le dit. Et donc, on espère que chez vous, dans vos départements, dans vos composantes, vous arrivez à faire en sorte que les collègues suivent et les collègues répondent à des appels à projets et puis font sans ces appels à projets s'ils le souhaitent. En tout cas, nous sommes là. Les équipes, vous les avez vues, ils sont chauds pour continuer cette dynamique et essayer de faire en sorte que l'innovation pédagogique s'installe durablement dans l'Université d'Orléans. Voilà. Donc si j'ai des messages à passer, c'est celui-là. Chef, tu as un micro à gauche. Si tu as quelque chose à rajouter. Il y a normalement un bouton. Voilà. Waouh, c'est beau la technologie. Donc, c'est un message à faire passer. Oui, il faut que tu prennes. Je crois qu'il faut que tu achètes le pain en rentrant. Ta femme a besoin. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Mais donc, bon, plaisanterie mise à part, merci beaucoup. Je vais faire, moi, je vais faire, essayer de faire encore plus court que ce matin. On va pas partir dans des grandes envolées, mais ce qui a été dit ce matin et ce que j'ai entendu cet après-midi m'a beaucoup fait réfléchir ou donner des idées ou interpeller. Juste par rapport à ce qui a été dit ce matin dans les difficultés ou dans les remarques ou notamment avec effectivement, j'ai bien retenu la question du cocon et des étudiants qui n'ont pas forcément les conditions chez eux pour pouvoir suivre des formations distancielles. Ne pas oublier qu'on a des centres de documentation sur tout le territoire régional et qu'il y a une vraie réflexion aussi globale à faire pour que ces centres de documentation, alors c'est déjà le cas dans un certain nombre d'entre eux, pour que ces centres de documentation soient aussi des endroits où les étudiants peuvent se retrouver. Dans d'autres cultures, notamment la culture anglo-saxonne, il est assez classique que les étudiants se retrouvent dans les bibliothèques pour travailler ensemble. Et je pense que il y a quoi dans ce numérique 2.0, c'est ça eh bien, dans le 2.0, il y aura aussi sans doute dans les bibliothèques des lieux à avoir pour se connecter, pour travailler à distance. Ça, je pense que c'est aussi important de dire que c'est aussi au CRD de proposer des éléments de connexion, des espaces de travail, des espaces de confidentialité dans lesquels les étudiants pourront travailler. Je m'interroge encore plus en ayant entendu ce que j'ai entendu sur l'intérêt du cours magistral. Est-ce que en 2019, quel intérêt on garde au cours magistral? Est-ce que finalement, avec on ne pourrait pas, voilà, à faire sauter le tabou du cours magistral pour aller vers d'autres types d'exposition des étudiants à la connaissance et récupérer ces heures de cours magistral pour faire de l'accompagnement, pour faire du suivi et pour travailler sur l'appropriation de ces connaissances. Parce que, et là c'est l'enseignant-chercheur en sciences de l'éduc qui travaille, on sait très bien que pendant un cours magistral, le gros de la concentration d'un étudiant concentré, hein, pas de celui qui est en train de regarder des vidéos de chatons sur YouTube, mais il est concentré dans la qualité de sa prise de notes et pas du tout dans la mémorisation de ce qu'il entend. Donc on a une très grosse déperdition de ces moments-là. Ce ne sont pas des moments où on apprend réellement, ce sont au mieux des moments où on prend des notes pour apprendre dans un second temps, d'où les fameuses litanies du travail personnel. Donc finalement, voilà, à mon avis, il y a une vraie réflexion là-dessus. Faut être très clair. La formation hybride n'est pas faite pour gagner de l'argent. On est bien d'accord, je pense qu'il faut bien le mettre sur la table, il ne faut pas le cacher la poussière sous le tapis. On ne gagne pas d'argent avec la formation hybride, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre autrement et de déplacer les moyens autrement. Donc, alors évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, on a un modèle économique global qui ne peut pas exploser parce qu'on passe à l'hybride, qui est ce qu'il est, mais qui peut être déporté différemment. On a une très jolie expérimentation à l'IUT de Bourges, j'espère vraiment qu'elle pourra servir de modèle, où on répartit des moyens autrement, c'est-à-dire que par exemple on répartit des moyens dans l'année 0, puisque l'année 0 on n'a pas d'étudiants, quand on construit
une formation à distance, on n'a pas d'étudiants au moment où on la construit. Donc il y a toute une réflexion aussi, parce que tout travail mérite salaire, et puis parce que ça prend du temps, donc il faut dégager les services pour pouvoir le faire à un moment. Il faut l'intégrer aussi dans cette construction-là. Et comme malheureusement en France on est toujours au régime de l'enseignant et de l'enseignant-chercheur pointeur qui vient avec sa carte à 192 cases ou 380 cases qu'il doit faire cocher dans sa pointeuse, voilà, ça se prend en compte sans doute différemment, mais je pense que c'est important de le dire, parce que c'est une espèce d'idée où ouais, ils veulent mettre de l'hybride pour gagner de l'argent. Non, on ne met pas de l'hybride pour gagner de l'argent. On met de l'hybride pour offrir d'autres modèles d'apprentissage à des étudiants qui ont changé, qui ne sont pas les mêmes, qui ont une forme de réflexion, qui apprennent différemment, qui ont sans doute aussi, au moins dans les premières années, des capacités de concentration très différentes. Et ça, voilà, ça se réfléchit, ça s'intègre, et ça se pense autrement. Donc je pense que là, j'ai entendu des choses très intéressantes. Moi, je suis vraiment épaté par un certain nombre d'éléments. Et ça fait complètement écho avec ce que je sais, moi, de ma formation en sciences de l'éducation, notamment sur l'apprentissage et la cognition dans l'apprentissage. Je pense que ce qui a été dit aussi dans l'implication des étudiants, c'est vraiment comment on implique. Je pense qu'on est quand même un certain nombre à s'être éprouvé au MOOC, et on est un certain nombre à avoir craqué en cours de route, sachant que le cours de route est parfois au début de la route. Voilà. Donc ça veut dire que comment est-ce qu'on implique nos étudiants ? La place du présentiel a été quelque chose de toujours abordé. Alors présentiel, et ça a été dit ce matin, et j'ai bien aimé l'intervention, présentiel ou distanciel synchrone, c'est-à-dire en gros où on est en lien direct avec la personne ou médiatisé par l'ordinateur, mais on a une vraie relation, c'est-à-dire qu'en gros on pose la question et on a la réponse tout de suite. C'est vrai que ce qui a été dit ce matin, que parfois du distanciel synchrone, c'est-à-dire on est tous au même moment et on communique en même temps, on peut avoir de bons retours et il y a des choses qui fonctionnent. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu sur le tâtonnement, sur l'espace d'expérimentation. Je veux dire, j'ai entendu des enseignants qui osent, qui essayent, qui se trompent, qui reprennent. Moi, je trouve ça passionnant, quoi. Vivement que mon mandat s'arrête et que je revienne un enseignant, que je puisse essayer moi aussi. Moi, j'étais assez sidéré, assez épaté par ça. Et puis, j'ai entendu beaucoup d'accompagnement. Et ça aussi, c'est très rassurant quand on entend des dispositifs innovants avec plein de distanciels, de modularisation, de scénarisation, et on entend toujours le mot accompagnement. Il faut être avec les étudiants, il faut les accompagner, et il faut être présent, trouver des moyens pour qu'ils ne se sentent pas seuls. Et c'est vrai. On a des étudiants qui, d'un côté, c'est le paradoxe, hein, ils sont très autonomes par rapport aux nouvelles technologies, et en même temps, ils ont très très besoin d'être accompagnés. Et j'ai vu plein de choses qui mixent et qui articulent ça, et je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Alors j'entends que maintenant, il faut qu'on soit capable de vous soutenir, il faut qu'on soit capable de vous proposer du soutien au sens administratif du terme, c'est-à-dire comment vous accompagner, comment vous aider, comment répondre à vos questions. Alors, certains d'entre vous sont très loin et sont quasiment en autonomie. D'autres ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés sur la construction de leur dispositif. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait, alors qu'on a commencé à voir, comme l'a dit Ali. Hein, il y a le Learning Lab qui a été vraiment un pas important avec ces étapes, mais il faut qu'on monte encore en fonction support. Donc ça va être une vraie réflexion à avoir. On a quelques idées, mais pour l'instant, voilà, faut qu'on creuse nos idées, faut qu'on solidifie les idées. Voilà. Rien d'autre, et puis éventuellement, s'il y a des questions. Oui. Le micro, c'est pour la caméra. Donc, notre rôle de référent pédagogique, là, c'est de disséminer, d'encourager nos collègues à avoir de l'innovation pédagogique. Qu'est-ce qu'on leur dit l'année prochaine pour les appels à projets? Est-ce qu'il y a un renouvellement de l'appel à projet? À quelle date ça va se passer? Comment? Alors, la principale intéressée n'est pas encore au courant, mais je vais regarder dans son emploi du temps si elle est libre le 5 juillet. Et oui, Julie, c'est bien de toi dont je parle.
puisque l'objectif, c'est qu'effectivement l'appel à projet puisse partir avant les vacances, et idéalement avant la plupart des vacances, donc c'est avant le week-end du 14 juillet, pour qu'il y ait l'été et qu'on puisse donner le premier cadrage avant le départ en vacances. Et puis l'an dernier, la deadline, elle avait été fixée quand? Fin septembre, hein, c'est ça, voilà. Non? Fin août, début septembre? Ouais, c'est ça, parce qu'il faut, c'est ça, il faut le temps des vacances éventuellement pour ceux qui veulent y réfléchir, et il faut la rentrée pour se remettre dans le bain, et voilà. On essaiera de voir par rapport aux dates de l'an dernier. S'il y a des modifications des problèmes de date, il faut voir avec le Learning Lab, mais oui, il faut absolument qu'on prolonge ça. La première semaine de septembre. Techniquement parlant, un exemple concret, moi j'ai un module à monter l'année prochaine pour les premières années de licence dans le cadre du WICI. J'ai cru comprendre que c'était pas compatible avec les appels à projets parce que c'était deux financements différents. Non, j'ai mal compris. Ça rentre dans le cadre aussi. Je vais vous dire un truc, il y a un truc qui est très clair. C'est que la gymnastique comptable, quelque part, c'est pas votre problème, c'est le nôtre. Et c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse vous mettre en fonction de soutien. Il y a un truc que je dis souvent qui passe un peu inaperçu. Ministre, étymologiquement, ça veut dire serviteur. Voilà. Donc ça veut dire, je sais, beaucoup l'ont perdu, hein, mais ça veut dire que après, voilà, c'est à nous de voir jusqu'où on peut vous accompagner. On ne vous promet pas la lune. On a des logiques financières qui sont les nôtres et auxquelles on n'échappe pas parce qu'on n'a pas de planche à billets dans les sous-sols de l'université. Mais ça, après, suivant là où il y a le plus de demandes et là où surtout il y a le plus de propositions des collègues, on voit comment on fait. Voilà. Donc c'est à nous de voir comment on peut faire pour vous faciliter le plus possible les projets. Et les projets sérieux, puisque là encore, il y a des arbitrages qu'il faut faire, parce que quand on ne peut pas dire oui à tout le monde, eh ben, on essaie, avec toute notre subjectivité, mais on espère aussi avec toutes nos compétences, de faire des arbitrages pour prendre les projets qui ont le plus de chances de se concrétiser, qui sont déjà le plus avancés dans la réflexion, et on voit comment on peut les financer. Même si, comme je le disais ce matin, c'est jamais suffisant, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Cette année, j'ai réfléchi les budgets, toujours dans le cadre de la réglementation, je vous l'assure, je n'ai pas l'intention de finir au pénal, mais en tout cas, on regarde par rapport à nos financements comment on peut défendre tel ou tel projet dans telle ou telle ligne budgétaire. Mais ça, à la rigueur, voilà, c'est pas votre problème. Proposez des projets et on fera le mieux qu'on peut pour les soutenir. On a déjà commencé à essayer de voir quelles sont les lignes sur lesquelles on peut tirer, mais c'est une tambouille locale. Ce n'est pas une tambouille, c'est C'est réglementaire. une tambouille c'est une discussion. locale, dans le sens où... C'est moi, une discussion. C'est mon C'est ta tambouille, d'accord. Parce que voilà, moi, je rendais compte à la rectrice, donc c'est pas une tambouille. Je tiens à dire, Madame la rectrice, ce n'est pas une tambouille. Tout est fait C'est dans bon. la plus. Voilà. C'est mon langage. Moi, je suis, voilà, j'ai pas la réputation, plutôt la réputation d'être un psychorigide sur ces choses-là, donc je vais l'assumer pleinement. Et tout sera d'équerre, et Voilà. quand tous les comptes seront remontés au rectorat, ils seront nickel. Mais par contre, il y a des projets qui peuvent être sur une ou deux lignes budgétaires, et quand on voit que dans une ligne il y a déjà plein de choses, et ben on la met plutôt sur l'autre. Voilà. C'est filmé, hein. Je sais. Je suis mon langage soliste. Ouais. Moi, si mon VP numérique il est au tribunal, ça marche pas non plus. Hein. D'autres questions? Eh bien, oui. Pascal. On a parlé aussi ce matin de tutorat. Est-ce que c'est une réflexion et en part, je pense aux étudiants tuteurs, on l'a évoqué avec certains qui sont dans ces logiques-là déjà. Est-ce que c'est une réflexion qui se fait à l'heure actuelle à l'université? Est-ce qu'elle s'est faite dans le passé? Est-ce qu'elle continue à se faire? Est-ce qu'elle se fera dans le futur? Sur la place qu'on pourrait éventuellement donner aux tuteurs étudiants, éventuellement aussi en continuant un petit peu dans les sous, sur les rémunérations aussi pour les tuteurs étudiants. Alors, il y a déjà une réflexion qui a fait un pas en avant grâce à l'IUT 45. Merci Loïc. Sur les dispositifs de soutien. Sur les dispositifs de soutien, le ministère nous avait mis 2 lignes budgétaires. Les dispositifs de soutien, c'était que des heures complémentaires ou des vacations étudiantes.
Les vacations étudiantes étaient des vacations à 15 €, c'est-à-dire les mêmes vacations que quand des étudiants font de l'accueil. Or là, on leur en demande davantage puisqu'on leur demande du tutorat. Donc ça veut dire que on a prévenu le rectorat que dans la future répartition des moyens dans le cadre, alors là on est dans les dispositifs de soutien, donc malheureusement on est sur le cycle 1. Je dis ça parce que comme on appartient à l'ESP tous les deux et que ça commence en master, c'est plus compliqué. Mais là on est sur les moyens qui sont très fléchés cycle 1 et qui devront rester sur le cycle 1, mais il y a une réflexion qui a eu lieu grâce à l'IUT où nous avons déjà décidé de distinguer, et dans les dispositifs de soutien, la vacation étudiante est payée en heures de monitorat. C'est-à-dire qu'elle n'est pas payée à 15 €, hein, mais elle est payée à 23 €. L'idée étant de bien identifier, quand on demande à un étudiant de faire de la présence, de faire de l'accueil, et quand on demande à un étudiant de faire du tutorat. Alors ça a peut-être l'air de pas grand-chose, mais je trouve que déjà le flécher différemment, ça veut dire qu'on attend autre chose et on attend quelque chose d'un peu plus solide de la part d'un étudiant moniteur que de la part d'un étudiant qui fait de l'accueil. Je n'ai vraiment aucun mépris pour les étudiants qui font de l'accueil, mais quand il fait du monitorat, eh bien, il est quand même cadré par un enseignant, il a une mission qui a quand même une certaine solidité, et lui-même, dans son rapport à la connaissance, a aussi une certaine solidité. Je veux dire, quand on choisit nos tuteurs, on ne les choisit pas au hasard. On choisit des gens qui maîtrisent quand même, qui ont une certaine maîtrise des savoirs, plus une capacité à communiquer et à expliquer. Voilà. Donc ça, déjà, cette réflexion-là, qui est qu'un début, hein, je le conçois, mais c'est déjà une réflexion qui a été en cours grâce, voilà, je dis grâce à l'IUT, mais je devrais dire grâce à Loïc, parce que c'est Loïc qui a râlé, et il avait raison. Oui, il râle souvent, mais il avait raison de souligner cette contradiction. Et donc, nous l'avons étendu j'allais dire à toutes les composantes, ben non, pas à l'ESP, mais à toutes les composantes qui ont un premier cycle universitaire. Voilà. Je pense que dans le cadre du tutorat aussi, dans les dispositifs d'accompagnement et dans les formations innovantes, on ne pourra plus faire marche arrière, c'était un peu aussi l'objectif, c'était de dire on a posé un jalon et maintenant c'est comme ça qu'on souhaite fonctionner. On peut aller goûter ? Ouais, je vais vraiment vous remercier. Alors ce matin, il y a un moment où j'étais pas là, mais comme c'est filmé, j'ai déjà demandé d'avoir le lien pour ce que j'ai raté. Et en tout cas, ce que j'ai écouté, voilà, m'a non seulement passionné, mais épaté. Épaté de voir le niveau de réflexion. Je veux dire, je participe à un certain nombre de colloques en sciences de l'éducation. Et ben, écoutez, à l'Université d'Orléans, on n'a rien à leur envier. Donc, continuez, charge à nous d'essayer de vous accompagner au mieux. Et merci, et puis disséminer, vous parliez de disséminer. Ah oui, merci de disséminer. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous, et je vous souhaite une bonne fin de journée.